France 24 et RFI présentent Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe, à l'issue d'un Conseil européen qui aura porté essentiellement sur l'Ukraine et les conséquences de la guerre. Alors en ouverture, une demi-journée a été consacrée à un sommet des Balkans occidentaux qui attendent toujours dans l'antichambre de l'Union européenne. C'est le cas entre autres de l'Albanie qui a obtenu son statut de candidat en 2014 et nous recevons aujourd'hui son Premier ministre, Edi Rama. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, vous avez été nommé Premier ministre en 2013. C'est donc vous qui étiez au pouvoir au moment de cette date historique, mais depuis, eh bien, rien ne bouge. Les 27 ouvrent donc la porte de l'Union européenne à l'Ukraine et à la Moldavie en leur accordant ce statut de candidat quelques mois seulement après leur demande officielle. Victoire politique pour ces deux pays, mais vous, qu'est-ce que vous pensez de cette procédure express ? Non, nous, on est parfaitement d'accord. On a même fait un voyage à Kiev avec le Premier ministre du Monténégro et le Premier ministre de la Macédoine du Nord était en ligne, comme trois pays de l'OTAN dans les Balkans, et on a soutenu ça. Mais on sait aussi que le statut de candidat, ça aide pour l'optimisme un peu, mais ça n'aide pas vraiment pour plus de choses. Il faut faire un chemin assez long. La Macédoine du Nord est candidat depuis 17 ans, l'Albanie depuis 8 ans. J'espère que pour l'Ukraine, ça sera moins long, mais je ne le crois pas. Et alors, qu'est-ce que vous espérez pour votre pays et pour les autres pays candidats des Balkans ? Vous sembliez amer jeudi à la conférence de presse. Vous aviez l'air de trouver que vraiment il y avait une prise en otage de la situation des Balkans par certains pays. Non, c'est vrai, j'étais amer, mais j'étais amer avec la Bulgarie. Et oui, je suis triste, mais je suis triste pour l'Union européenne, pas pour l'Albanie dans ce cas-là, parce que c'est une sorte d'impuissance qui fait peur. Et en plus, ce que la Bulgarie est en train de faire, c'est quelque chose que c'est difficile à définir avec des mots qui passent les standards de madame ici dans cette émission pour le dire, c'est un pays de l'OTAN qui a pris en otage deux pays de l'OTAN dans un moment où il y a une guerre, une vraie guerre, à la frontière de l'Europe, et devant les yeux de 26 pays qui sont là et qui ne peuvent rien faire. C'est un spectacle. Parce qu'il y a le veto, ça requiert, chaque étape de l'élargissement requiert l'unanimité, précisons-le pour nos téléspectateurs. Mais c'est un spectacle d'impuissance et il faut trouver une voie pour rompre avec ça. Alors il y avait un gouvernement. Ne peut pas devenir un véhicule de prise en otage de pays pour des raisons internes d'un pays ou de l'autre. Il y avait un gouvernement bulgare qui vous donnait beaucoup d'espoir parce qu'il voulait lever ce veto. Il a été renversé cette semaine. Il y a maintenant un nouveau gouvernement qu'on attend. Voilà, et puis est-ce que justement, si ce veto était levé rapidement, vous auriez l'espoir d'un déblocage, ou est-ce que vous voulez que votre sort soit finalement découplé de celui qui pose problème, en l'occurrence la Macédoine du Nord, parce que vous voulez aller en même temps sur le même chemin finalement de l'ouverture d'une candidature, mais ça n'a pas l'air de se faire facilement. Moi, je n'étais jamais optimiste que ça allait se résoudre. Il y a une chance très faible. Si ça va se résoudre, ça va être très bien. Sinon, bien sûr que nous, on va demander d'être séparés parce qu'on ne sait pas combien de temps ça peut prendre. Ça a pris 17 ans, disons,
plus de 17 ans, en fait, le problème avec la Grèce. Maintenant... De la Macédoine du Nord avait aussi un problème avec la Grèce sur oui, le nom, c'était la Macédoine. Avant, c'était la donc Macédoine. maintenant, elle a un problème avec les Bulgares sur la langue. C'est assez compliqué, en effet. Alors, parlons un petit peu, effectivement, de la Cour des comptes européenne qui a publié un rapport accablant pour les Balkans. 700 millions d'euros dépensés par l'Union européenne les 7 dernières années pour favoriser l'état de droit dans 6 pays qui ont finalement peu d'impact. Et ça, c'est quand même très inquiétant. La Cour des comptes européenne, peu d'impact sur votre progression en matière d'indépendance de la justice et voire régression dans certains pays. Est-ce que c'est une région irréformable? Non, mais premièrement, sur ce sujet-là, l'Albanie est à l'avant-garde de la région. Nous, on est en train de continuer à implémenter une réforme de la justice qui est tenue par tous comme un modèle. Et je vous donne un exemple. Si vous aurez demandé à n'importe qui en Albanie, il y a 3-4 ans, si lui ou elle imaginerait qu'un jour de sa vie, pendant sa vie, aurait vu des hommes de pouvoir politique devant un juge ou devant un tribunal ou même en prison. Ça a été le cas d'un ex-premier ministre. Il aurait vous dit, mais vous êtes complètement... Aujourd'hui, ce n'est pas un cas, c'est plusieurs cas. Alors justement, y compris dans votre majorité, bien sûr. Votre majorité a été éclaboussée récemment par plusieurs scandales de corruption. C'est un mot assez fort, mais non, il s'agit disons, d'une volonté qui est notre volonté. Nous, on a disons, pris en charge ce grand défi de réformer la justice, et on l'a dit, on ne le réforme pas pour faire une justice où les nôtres sont intouchables, les autres, les votes sont condamnables, mais pour tous. Alors, exactement, c'est ça. Qu'il y a aujourd'hui en Albanie un système judiciaire qui commence. On n'est pas encore dans les standards, disons, d'un pays de l'Union européenne comme la France, mais quand même une justice qui peut faire des investigations et qui peut faire des procès à n'importe qui. Avec des rapports qui restent quand même encore très violents, marqués par des manifestations entre votre gouvernement socialiste et un gouvernement, le gouvernement conservateur ou le parti conservateur dans l'opposition. Non, mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu des protestes violentes. Il y a eu une proteste violente, mais c'était entre eux. Mais des protestes violentes contre le gouvernement, ça fait longtemps. Alors, début mai, devant le Parlement européen, le président français Emmanuel Macron a proposé le lancement d'une communauté politique européenne, une entité donc différente de l'Union européenne qui permettrait de resserrer les liens avec des pays qui ne sont pas encore entrés dans l'Union. Cette idée a été fraîchement accueillie par l'Ukraine. Votre pays, vous en particulier, en revanche, vous y êtes favorable. Et est-ce que vous en avez parlé avec le président Macron et qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette communauté? J'ai l'honneur, le privilège de pouvoir parler avec lui parce qu'on est dans une bonne relation. Et bon, c'est pas un secret que j'ai un grand respect pour lui. Et je peux vous dire que cette idée, c'est la bonne, c'est ce qu'il faut à ce moment-là. Parce qu'on ne peut pas continuer à dire élargissement, élargissement, élargissement. Et c'est un élargissement où seulement d'élargir ne s'agit pas. On doit créer une communauté politique où, exactement comme on disait auparavant, tous les pays se sont partis de la même famille. Tous les pays de l'Europe qui, bien sûr, représentent l'Europe démocratique ou qui aspirent pour la démocratie, vivent dans une maison. Et après, il y a des différents étages, mais au moins, quand il s'agit de se mettre ensemble dans la grande chambre des grands débats, on est ensemble. Parce qu'on ne peut pas vivre dans une Europe où il y a
une région comme les Balkans, qui sont entourés par la frontière de l'Union européenne. C'est la seule réalité géographique, de ma connaissance, dans l'histoire du monde, qu'il y a une frontière extérieure et une frontière intérieure. Et après, quand il y a une pandémie, nous, on ne fait pas partie de la distribution des vaccins, et alors on doit courir vers la Chine, vers la Russie, vers la Turquie. Par exemple, si la Turquie n'aurait pas aidé l'Albanie à ce moment-là, nous, on aurait vu des morts innombrables. Voilà, c'est une très bonne idée. Ce n'est pas la première fois qu'un président français lance des idées pareilles. Il y a eu aussi Nicolas Sarkozy qui a parlé des cercles. Ce n'est pas un secret que la France n'est pas un pays très enthousiaste sur l'élargissement. Chercher en France un consensus pour l'élargissement, c'est comme chercher de l'eau dans le désert de l'Arabie Saoudite. Mais de l'autre côté, ça fait beaucoup de sens. Edi Rama, vous êtes allé à la mi-juin à Kiev, la capitale de l'Ukraine. Et certains experts prévoient une guerre longue désormais. Vous partagez cette analyse d'abord, et puis est-ce que l'Europe peut continuer à avancer avec cette menace russe à ses portes en essayant justement d'arrêter le conflit à coups de sanctions ? Oui, j'étais à Kiev, comme je l'ai déjà dit, et j'avais eu l'occasion à visiter l'Ukraine et même le territoire là, dans le Donbass. Il y a 2 ans, quand l'Albanie présidait l'OSCE, et on pourrait déjà là sentir quelque chose qui était vraiment dans l'air, des sensations très fortes d'un conflit qui était dans un procès d'explosion. Et oui, je suis d'accord que ce ne sera pas une guerre qui va se terminer vite. Bien sûr que dans cette guerre, il y a directement la Russie et l'Ukraine, mais il y a sans doute indirectement la vision impérialiste du monde et le droit des États souverains de ne pas être menacés dans l'intégrité de leur propre territoire. Et il y a aussi quelque chose qui est très très clair. C'est un jeu, d'un côté, les limites de la patience russe et les limites de la patience occidentale. Et là, je ne sais pas si on aura, comme communauté, disons, pas comme des gouvernements, pas comme des forces politiques, mais comme une grande communauté du monde libre, la patience pour y aller jusqu'au bout. Et c'est là où ça va se décider, sur la patience. Parce que, bon, l'inflation, et les prix et tout ça, c'est pas quelque chose avec laquelle, par exemple, les Français sont habitués depuis très très longtemps. Alors, bon. Et c'est sans doute un monde, une Europe où les égoïsmes nationaux ont été cultivés pendant longtemps désormais. Et alors, dans ce monde beaucoup plus égoïste qu'il y a, je ne sais pas, 20 ou 30 ans, c'est pas évident que cette guerre va finir comme nous on le souhaitons. Alors il y a aussi des points de friction très particuliers, des dissensions dans le camp des Européens. Votre pays, par exemple, a adopté les sanctions économiques contre la Russie. En revanche, ce n'est pas le cas de la Serbie. Elle vient de prolonger son contrat de fourniture de gaz russe sur 3 ans. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que ça pourrait juste... C'est des histoires très différentes. Là, il ne faut pas mélanger, disons, tous dans la même... Dans le même cadre, parce qu'il faut aussi comprendre un peu certaines réalités. Je ne le dis pas pour vous, mais je le dis aussi dans le Conseil. La Serbie a une situation complètement différente, historique, et aussi de liaison économique commerciale.
L'Albanie n'a pas. Pour nous, la Russie, c'est un pays qui est très loin. Nous, on a eu le stalinisme. On était le seul à avoir le stalinisme jusqu'en 1990. Et dans le bien ou dans le mal, la Russie est identifiée avec cette souffrance. Alors les relations entre l'Albanie et la Russie sont minimales, même dans les moments les plus beaux. Minimales. On n'a pas de relations commerciaux, on n'a pas de gaz russe dans notre pays. On dépend. Bien sûr qu'on souffre les conséquences comme tout le monde, parce que l'Ukraine est un grand fournisseur aussi pour nous, et, pour le pain et tout ça, mais bon, c'est différent. Alors, l'important, c'est de ne pas laisser cette guerre, disons, toucher les Balkans. Les Balkans, c'est la chaîne la plus vulnérable de l'Europe. Et on cherche de coopérer avec la Serbie, on cherche d'aller ensemble vers le futur et d'éviter de retomber dans la piège où toujours on a retombé dans les Balkans et on a vu seulement des victimes et des morts et des destructions. La Serbie, de l'autre côté, a fait un pas important. Elle a voté 3 fois aux Nations Unies avec l'Occident contre la Russie. Tandis que sur les sanctions, je suis d'accord, mais il ne faut pas demander tout de suite parce que ça peut craquer. Si ça craque, il y a beaucoup plus pire. Vous avez raison de souligner que vous êtes membre de l'OTAN, d'ailleurs eux aussi. Vous sentez le besoin de resserrer aussi ces liens avec l'Alliance dont vous êtes membre? On est en train aussi de construire un aéroport comme une base tactique de l'OTAN pour les vols de l'Alliance. Merci à vous, Edi Rama, d'avoir été en notre compagnie aujourd'hui pour justement cette analyse post-sommet. À très bientôt à tous.